Sir, ma'am, ladies and gentlemen, I would be very grateful for your attention. Please let me present the NATO Secretary General, His Excellency Jens Stoltenberg. Ministers, men and women of our armed forces, ladies and gentlemen, welcome to Trident Juncture here in Trondheim. Alors, Trondheim, par le passé, c'était une place forte des rois vikings rebelles. Aujourd'hui, il accueille une force de l'OTAN bien disciplinée. Ça, c'est une grande réalisation en soi. Et tout le monde est là pour l'exercice Trident Juncture de l'OTAN, le plus grand exercice de l'OTAN depuis la fin de la guerre froide. Alors, notre environnement sécuritaire est devenu de moins en moins prévisible, et ce qui a fait que l'OTAN a renforcé ses capacités. Et cet exercice Trident Juncture va pouvoir démontrer cette force. Nous avons 65 navires en mer, 250 aéronefs dans les airs, 10 000 véhicules sur terre, et un grand nombre d'experts dans le domaine cyber. En tout et pour tout, plus de 50 000 personnes provenant de 29 alliés, ainsi que nos partenaires proches, la Finlande et la Suède. Il s'agit, je le souligne, d'un exercice défensif qui n'est dirigé contre aucun pays en particulier. Nous faisons tout cela en toute transparence et nous accueillons également des observateurs internationaux provenant de Russie et bien d'autres pays encore. Alors, on s'entraîne pour renforcer notre capacité de travailler ensemble, pour tester et pour certifier la force de réaction de l'OTAN et pour envoyer un message clair. À savoir que l'OTAN dispose des capacités et de la détermination pour protéger l'ensemble de ses alliés contre toute menace. Dans cet exercice, il s'agit de défendre la Norvège contre une attaque armée. Le scénario en lui-même est fictif, mais les enseignements qu'on va pouvoir en tirer sont bien réels. La mission de l'OTAN est de maintenir la paix, ne pas provoquer un conflit, mais prévenir, empêcher ce conflit. Et pour cela, on a recours à une dissuasion crédible avec la rapidité et la force de nos troupes et notre capacité de travailler ensemble. Voilà de quoi il s'agit dans le cadre de cet exercice Trident Juncture. Je tiens donc à remercier les hommes et les femmes qui sont venus ici depuis toute partie de l'Alliance, de l'Amérique du Nord et d'Europe pour prendre partie à cet exercice. Et je remercie également la Norvège de nous accueillir. Pendant cet exercice, nos troupes ont déjà connu des conditions météorologiques sévères, la neige, la pluie, le froid et maintenant le soleil. Donc on peut toujours compter sur la Norvège pour assurer une météo imprévisible. Et c'est bien le meilleur temps pour mener nos exercices. Donc bonne chance pour cet exercice. Merci beaucoup de votre attention.
Ladies and gentlemen. Mesdames, Messieurs, la démonstration de ce jour s'inscrit dans l'exercice Trident Juncture 2018. Nos forces maritimes se préparent à une attaque maritime contre les forces ennemies à l'avant de l'image et à la droite. Vous allez voir donc très prochainement une gamme d'aéronefs, vous savez, notamment le E-3A, système de détection lointaine aéroportée et de contrôle qui assure à l'Alliance une capacité de commande-contrôle et de gestion de l'espace de bataille. Cela donne à nos dirigeants des options militaires souples sur toute une gamme d'opérations. Une crise urgente qui nécessite une réponse immédiate va utiliser très souvent la puissance aérienne en premier. La puissance aérienne fournit également une capacité fiable pour prévenir des crises ou assurer une intervention précoce en assurant un transport stratégique de ravitaillement en vol et un soutien au renseignement, surveillance et reconnaissance interarmée. C'est la souplesse et son agilité qui va pouvoir incarner cette détermination à l'intention de l'OTAN. Les systèmes de détection lointaine et aéroportée sont utiles pour construire cette connaissance de la situation qui va être utile pour les commandants à travers donc la situation opérationnelle commune où on va trouver un ensemble d'informations prenant de capteurs multiples. Là, vous voyez donc le E-3A avec des chasseurs grecs et américains. Le F-16 sont typiques du type d'avion qui va assurer une protection à des moyens aussi précieux. Et ces avions donc vont nous donner la maîtrise du ciel, ce qui est essentiel pour façonner l'espace de bataille et faire en sorte que les opérations se font au moment où on le souhaite. Dans ce scénario, ces avions feraient partie de la diversité de systèmes intégrés d'armes qui vont contrer la menace contre la force amphibie. De telles opérations passent par des actions offensives et comme défensives par les forces aériennes, terrestres et maritimes pour maintenir le contrôle du ciel. Cette mobilité aérienne est essentielle donc pour le succès des opérations interarmées car c'est lui qui va permettre le déploiement et la récupération du personnel. Le ravitaillement en vol est un aspect de la mobilité aérienne. Les 3 prochaines vagues d'aéronefs comprennent donc des ravitailleurs, notamment le KDC-10 Extender. C'est le plus grand aéronef qui, à ses côtés, a des F-16 turcs. Ces avions ravitailleurs jouent un rôle essentiel pour permettre à l'OTAN d'exploiter des éléments de toute une gamme de vitesse et d'altitude, ce qui donne plus de souplesse à nos aéronefs. Ensemble, on a donc un moyen très réactif de puissance militaire aérienne. Ces ravitailleurs nous donnent une capacité logistique améliorée tout en permettant aux aéronefs de l'OTAN de rester sur place plus longtemps. La capacité de ravitailler un avion juste après le décollage va permettre donc de transporter des armes et des charges plus importantes et d'utiliser des pistes de décollage plus courtes. L'avion que vous voyez ici est un KDC 676 italien. Dans le cadre de l'exercice, cet aéronef a ravitaillé les aéronefs de l'OTAN pour permettre donc d'obtenir cette supériorité dans les airs et cela compense le nombre limité de bases avancées dans les premières phases d'une opération, ce qui donne une souplesse à l'Alliance. Généralement, on ne verrait pas ces aéronefs car ils seraient stationnés à une distance de la zone de menace réelle.
Although the smallest tanker flying today Alors même si le CC-150 canadien est le ravitailleur le plus petit, escorté ici par des F-18 espagnols, même si c'est un petit aéronef, cela reste une plateforme extrêmement souple. Et donc ces ravitaillements en vol va permettre de maintenir une présence aérienne continue pour protéger nos forces, détecter, intercepter les aéronefs ennemis et apporter un appui aérien rapproché pour l'opération amphibie que vous allez voir dans un petit instant. Une deuxième dimension de la mobilité aérienne est le transport aérien, que l'on voit ici avec un C-130 Hercule de la Norvège et un A400M allemand. such air De tels aéronefs de transport vont permettre aux groupements tactiques interarmés de se déplacer, de maintenir ses forces partout dans le monde sur toute la gamme des opérations militaires comme civiles. Cette mobilité aérienne offre aux agences gouvernementales, aux militaires, des options rapides et souples permettant de réagir rapidement aux situations de crise. La livraison des provisions peut se faire soit par atterrissage et déchargement, soit par largage dans des zones définies. Nous voyons maintenant un avion de patrouille maritime, c'est un F-16 qui utilise généralement pour comprendre donc la situation rapide, donc à travers une mission de renseignement, surveillance, reconnaissance interarmée, ce qui va permettre au commandant d'identifier les forces et les vulnérabilités des adversaires à travers une observation des actions et de la disposition de l'ennemi. Les F-16 norvégiens sont accompagnés d'un Jet Falcon DA-20. C'est un avion de guerre électronique. Il s'agit d'une plateforme spécifique pour les contre-mesures électroniques. La guerre électronique étant une partie importante de Task Force interarmée qui va permettre de dégrader l'utilisation par l'adversaire des spectres électromagnétiques. Nous allons pouvoir faire appel à un brouillage électronique et de la suppression des moyens de défense aérienne ennemis pour garantir la capacité à nos forces de circuler librement dans la zone. Nous allons maintenant voir deux F-18 de notre partenaire, la Finlande. De tels aéronefs sont intégrés avec des avions modernes dites de la 5e génération.
seamless fusion. Alors, l'utilisation ensemble de plateformes existantes et de cinquième génération donne à l'OTAN une capacité sans parallèle de maîtriser les airs à l'appui des missions de l'OTAN et de sa posture de dissuasion. Alors qu'un certain nombre de pays où les F-35 entrent en service dans un certain nombre de pays, la première étape dans l'optimisation de cette capacité, l'intégrer dans la mission de police du ciel qui se font 24 heures sur 24, 355 jours par an. Aujourd'hui, les technologies furtives et leur connaissance renforcée de la situation sont utilisées pour garantir la maîtrise des airs, ce qui est nécessaire en l'occurrence pour le lancement de l'opération Amphibie. L'avion que vous voyez arriver maintenant est un bombardier américain, le BMB Lancer. Il s'agit d'un avion supersonique équipé de missiles de croisière et de munitions guidées de précision. Il s'agit d'un avion qui est un symbole de la dissuasion conventionnelle avec une portée renforcée. Sa capacité multirôle lui permet de mener des attaques de précision contre des cibles dans les domaines maritimes et terrestres. Sa capacité d'attaque aérienne, voire la menace de son utilisation, a des effets tactiques, opérationnels et stratégiques sur un adversaire. C'est un avion qui a décollé du Dakota du Sud aux États-Unis il y a 9 heures et qui a été utilisé dans le cadre de ce scénario pour contrer les défenses aériennes de l'adversaire. The joint Le processus de renseignement, surveillance et de connaissance interarmée va permettre donc de faire le lien des différents besoins et collecter les données brutes et en faire du renseignement utilisable. Il s'agit d'un cycle constant de poser des questions, collecter des données, prendre des décisions, ensuite poser et répondre à de nouvelles questions sur les activités ennemies. Les pays de l'OTAN ont recours à des satellites, des aéronefs, des navires et des capteurs au sol pour procéder à cette collecte continue des données. Ces capteurs voient, entendent et captent des activités à de grandes distances et la création et le partage de la situation du renseignement va donner la connaissance de la situation nécessaire pour permettre une prise de décision en connaissance de cause à l'échelle politique et militaire. L'espace est essentiel ici. Les satellites au-dessus de vos têtes sont là pour à l'appui des missions. C'est un outil idéal pour suivre la situation dans toutes les phases d'une crise. Vu que le contrôle de l'espace aérien est établi, nous allons pouvoir maintenant déployer d'autres moyens de renseignement, de surveillance et de reconnaissance à proximité des zones d'atterrissage pour donner aux commandants tactiques les derniers renseignements en date sur la position et l'activité de notre adversaire. Pour cela, l'OTAN a recours à toute une gamme de drones et d'autres plateformes avec un rôle ISR pour avoir une domination dans le domaine d'information. À travers la collecte de ces informations provenant de ces différents capteurs, ces différentes sources, nous allons pouvoir renforcer notre connaissance de la situation partagée dans l'espace de bataille. Mais le domaine ISR ne se limite pas aux véhicules sans pilote. C'est une mission auquel se prêtent les opérations de les forces d'opération spéciales, où on va avoir utilisé de petites unités pour mener des actions directes ou indirectes
allant jusque dans les territoires loin derrière les lignes ennemies. Ces opérations sont souvent sensibles sur le plan politique et on va donc envoyer uniquement les meilleures forces possibles pour éviter la détection et la compromission de la mission. Et dans le contexte de cette démonstration, il y a 36 heures, un hélicoptère multirôle Cougar de la Slovénie a déployé des forces d'opération spéciales pour contribuer au processus ISR et la prise de cible. Dans la nuit, les forces norvégiennes ont planté des explosifs tout le long d'une zone de débarquement pour dégager des mines ennemies sur les plages. Joint fire. Des tirs conjoints sont produits pendant l'emploi de force de deux composantes opus de manière coordonnée contre un objectif commun. Les tirs produisent des effets destructeurs, mais cette méthode peut employer avec très peu de destruction physique, comme la guerre électronique. Employant le tableau opérationnel commun, y compris les informations du renseignement, les forces maritimes mènent un appui-feu naval pour préparer les sites de débarquement pour la force amphibie. Le tir de canon naval est là pour soutenir en appui-feu les attaques amphibies et d'autres soldats dans leur zone. C'est une méthode parmi d'autres englobée par le terme tir naval. L'appui-feu naval moderne est une des trois grands composants de la guerre amphibie, les avions et les missiles mer-terre. Les moyens maritimes sont en train de faire la suppression de l'ennemi près de la plage pour permettre une attaque. Le tir naval est demandé par les aiguilleurs d'attaque conjointe terminale qui donnent des informations aux navires pour qu'ils puissent modifier leur tir. Les missions de tir impliquent des tirs précis contre les objectifs et cibles mobiles et immobiles. Des canons navals peuvent tirer 40 coups à la minute à une portée approchant des 25 km. Une approche en couche est employée pour assurer la conjugaison de systèmes de défense multiples avec les missiles solaires et les avions employés simultanément contre les objectifs. Un système de défense aérienne intégré en couche emploie tous les capteurs, y compris les avions AWACS, les systèmes radars à bord des bâtiments, l'inception à partir de la terre et des observateurs et armes anti-avions sous un seul système de commande contrôle. La première couche de défense sera livrée par des patrouilles volant en continu qui évoluent au-dessus de l'objectif et interceptent et détruisent l'avion hostile avant que ceux-ci ne puissent larguer leurs armes. Les avions au temps de la couche supérieure interceptent l'avion ennemi et maintenant on voit cet avion qui entre dans l'environnement opérationnel. Les moyens aériens qui mènent la patrouille de combat maintenant sont réaiguillés pour engager les avions ennemis. Normalement, ces moyens ne seraient pas visibles, mais on les a amenés dans la portée visuelle pour la démonstration. Les forces maritimes sont équipées pour engager cette menace avec le système de missiles. Le maintien de la supériorité aérienne est une tâche à part entière et l'OTAN ici protège sa flotte. L'OTAN a la maîtrise de l'air, mais l'adversaire va tenter de pénétrer et d'engager des objectifs clés comme le navire de commandement et les moyens amphibies. Ensemble, l'air et le maritime coordonnent les efforts pour maintenir un système de défense antiaérienne en couche et intégré, impliquant des moyens de l'OTAN et les protégeant.
Les forces OTAN sont puissantes, mais la menace asymétrique demeure. L'OTAN est prête à contrer toute gamme de menaces, terrorisme, forces militaires conventionnelles, acteurs non étatiques. Le conflit évolue en permanence et les menaces d'aujourd'hui ne sont pas faciles à identifier. Dans l'environnement hybride polydimensionnel, les menaces asymétriques comprennent les attaques cyber de plus en plus intenses, complexes et qui reflètent la sophistication croissante. L'impact d'attaques cyber peut endommager les infrastructures autant qu'une attaque conventionnelle. La nature des opérations cyberespace est telle qu'il faudrait étroitement intégrer ces opérations avec tous les autres domaines militaires. La réussite de l'opération militaire de l'OTAN dépend beaucoup de la protection de l'accès et de l'emploi du cyberespace. Sur la mer, vous voyez encore un exemple de menace asymétrique d'acteurs non étatiques dans le domaine maritime auquel il faut répondre. Le petit bâtiment a été pisté en continu par une mission de surveillance, reconnaissance et d'information depuis son départ du port d'attache. Et maintenant, ce bâtiment pose une menace. La composante maritime a plusieurs moyens pour traiter une telle menace, mais aujourd'hui, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ce bâtiment, on fait l'interdiction à une distance appropriée de la menace évaluée. Il s'agit d'encore un exemple, le maintien par l'OTAN de défense en couche permettant de gérer les menaces quelles qu'elles soient. Close air. Le soutien aérien rapproché est une action impliquant des hélicoptères, des avions et des drones contre des cibles hostiles proches des forces amies. Le commandant soutenu établit la priorité pour les cibles, les effets et le timing pour les tirs de soutien rapproché dans les frontières de la zone d'opération. Le CAS est une capacité clé pour chacune des composantes pour employer des tirs de suppression, de neutralisation des forces ennemies, permettant de manœuvrer et de gérer les territoires et les eaux clés. Un aiguilleur de l'attaque interarmée terminale a l'autorité de permettre le largage des armes. L'aiguilleur communique avec les avions en employant une procédure standard avec un soutien aérien rapproché de précision pour créer les bonnes conditions pour attaquer le site de débarquement. Savage 1-1, Noble 0-1. Casper fast fragged, aboard code Alpha Sierra Delta, call tally target. Savage 1-1, tally target. Savage 1-1, cleared on. Le pilote et l'aiguilleur interarmés travaillent pour coordonner l'attaque. Tous les participants avec le soutien aérien rapproché sont responsables d'exécution sûre et efficace. Les missions CAS exigent un niveau de contrôle élevé par des communications efficaces qui doivent être souples et réactives pour assurer que les liens entre les avions et les unités au sol soient maintenus. La stratégie maritime de l'Alliance réitère l'engagement de l'OTAN pour aider à protéger les lignes de communication maritimes et maintenir la liberté de navigation, avec la surveillance, partage d'informations et l'interdiction maritime. Chaque jour, l'OTAN commande 4 groupes maritimes permanents prêts à fournir une capacité de réaction immédiate
Les groupes navals permanents sont intégrés dans les forces multinationales maritimes avec 2 frégates et 2 groupes de destroyers avec 2 groupes de lutte anti-mines. Et ceux-ci forment le noyau de la puissance maritime de l'OTAN. Ces groupes maritimes communiquent la volonté, la détermination, la solidarité de l'OTAN vis-à-vis des adversaires et mènent toute une gamme de tâches contribuant à la connaissance de la situation. Le groupe aéronaval amphibie que vous voyez devant vous augmente les groupes maritimes permanents le cas échéant. Pour protéger la flotte, les groupes de lutte anti-mines sont adaptés à leur mission. Leur rôle, c'est de veiller à la liberté de manœuvre et ici la préparation de débarquement amphibie en s'assurant que les voies de communication mer-terre soient dégagées vu que l'ennemi recourt aux mines. La tâche est achevée, ce qui permet aux engins de débarquement de commencer la rapproche. Ce qu'on ne voit pas, c'est le contrôle de l'entrée du fjord par le force sous-marin d'élite de l'OTAN. Les sous-marins ont une gamme très vaste de capacités, opération indépendance, protection des flottes, attaque contre les cibles terre. La nature furtive de la guerre sous-marine est une capacité puissante et permanente pour défendre les pays de l'Alliance. En outre, les sous-marins peuvent observer sans être observés, ce qui fournit une contribution clé à l'OTAN et demeure un élément important dans la défense en couche. Le grand navire que vous voyez devant vous est le bâtiment de soutien polyvalent Karl Lumen des Pays-Bas. Le Karl Lumen est l'exemple d'un type de navire de réapprovisionnement de l'OTAN. Les forces navales requièrent un soutien permanent pour pouvoir lutter contre l'adversaire sans préavis. Ces ravitailleurs fournissent des aliments, des munitions et des carburants pour les bâtiments combattants avec le ravitaillement en mer. En dessous du pont de vol, un pôle de manœuvre et de chargement peut embarquer des engins, des véhicules et des biens pour transférer à terre. Les forces maritimes continuent de renforcer les relations des partenaires. La Suède a accru sa participation aux exercices les plus complexes de l'OTAN. La corvette de la classe Visby suédoise qu'on vient de voir dans la fjord déploie une technologie furtive et peut mener une gamme de missions maritimes. Les forces amphibies fournissent une capacité unique. Leur capacité stratégique a été déployée tôt dans une crise. Leur portée opérationnelle, leur capacité à être maintenue sur toute la profondeur de l'espace bataille donne une souplesse tactique pour la force interarmée. La capacité de projection de la puissance à terre dans un environnement hostile fournit une gamme d'options qui contribuent à la dissuasion des forces collectives et la gestion des crises. Un débarquement amphibie de soldats sur une tête de plage est un élément de manœuvre très complexe. Au niveau tactique et opérationnel, il s'agit d'une coordination logistique polyvalente très complexe. L'opération amphibie que vous verrez représente l'apogée de la coordination, de la planification de puissance au combat de l'OTAN. L'hélicoptère néerlandais qui a inséré donc une équipe de Marines dans une position couverte à gauche emploie une insertion rapide par corde. Le terrain ne permet pas toujours un débarquement, donc il faut parfois larguer des unités à partir d'hélicoptères avec d'autres méthodes d'insertion. Les Marines que vous voyez sont en train de manœuvrer dans une position d'appui-feu en haut à gauche. Si le temps le permet, ces fusiliers marins feront l'objet d'une insertion subreptice pour assurer l'élément de surprise. Les hélicoptères NH-90 français, escortés par des Tiger français, sont en train de faire l'insertion des Marines pour fournir la sécurité près de la tête de plage à votre gauche. Ces hélicoptères ont été lancés à partir du bâtiment de guerre d'Ixmude, bâtiment d'attaque amphibie, ce qui montre la projection de la puissance à partir de la mer. Les opérations amphibies s'appliquent également à une approche de manœuvre où éclater la cohérence des forces ennemies est incontournable. Il s'agit de prendre au dépourvu dans l'initiative et de chercher à tout prix à réussir. Il y a 5 types d'opérations amphibies. Celui-ci s'appelle une attaque amphibie, impliquant la mise en place d'une force sur une tête de plage hostile. La puissance de feu coordonnée implique un Cobra AH-1 des Marines américains et un UH-1
qui adopte une position pour fournir un appui-feu aux Marines, complété par un soutien par avion à voilure fixe. Les explosions, vous entendrez, découlent d'une décision de l'aiguilleur d'attaque terminale interarmée qui demande des frappes contre des cibles ennemies. L'OTAN maintient la souplesse tactique pour la projection de la puissance à tout moment. Fusionner les opérations préparatoires et l'appui-feu direct et indirect permet l'attaque de la plage. Cependant, sécuriser et tenir cette tête de plage requiert d'autres opérations terrestres. Les bâtiments de débarquement français néerlandais qui embarquent les fusiliers marins permettent d'étendre la tête de plage, permettant d'assurer un débarquement sûr pour les forces qui suivront. Pour l'attaque BISNet, vous aurez vu 7 bâtiments de débarquement qui travaillent avec Trident Juncture 18. C'est un exercice norvégien à échelle moins importante. La plage à droite est attaquée par les efforts conjugués de fusiliers marins néerlandais et finlandais. La Finlande, pays partenaire intégré dans les forces de l'OTAN, contribue à notre puissance au combat. La plage à gauche est attaquée par les fusiliers marins de la France et du Royaume-Uni. Les fusiliers marins devant vous sont à présent en train de dégager la voie pour prendre position. Et sur vos écrans, vous allez voir les fusiliers marins français et britanniques qui sont en train de consolider leur position et préparer l'assaut de leur prochain objectif. Les véhicules mécanisés qui avaient été débarqués tout à l'heure, eh bien, ce sont des Vikings des Pays-Bas. Cela permet d'avoir une puissance de feu beaucoup plus importante qui peut être portée à la main. Cela permet également d'avoir une protection et une flexibilité renforcée.
Alors, nous allons à présent vous donner quelques instants pour observer un échantillon des capacités qui peuvent être mobilisées par les forces amphibies de l'OTAN. Les fusiliers marins français et britanniques à votre gauche sont maintenant positionnés pour poursuivre l'assaut. Ils ont établi une position d'appui-feu pour protéger les flancs et le véhicule blindé de transport de personnel français permet d'avoir la vitesse, la protection et la puissance de feu.
Medical support to Le soutien médical dans le cadre des opérations permet de préserver les effectifs et sauver des vies. Un soutien médical efficace est donc essentiel pour la réussite de la mission. Le commandant est responsable de la situation médicale générale. Il jouit du soutien des conseillers médicaux. L'OTAN dispose de capacités en matière d'évacuation et de traitement médical. Ces capacités elles existent à tous les niveaux. Cela commence par le soldat, qui est formé pour être primo-intervenant. Cela va jusqu'à l'hospitalisation et la guérison complète. Alors ce que vous avez devant vous, c'est une évacuation d'une victime en ayant recours à un Osprey des fusées marins américains. Avec la supériorité aérienne, on considère que c'est la plateforme préférentielle pour déplacer des victimes. L'hôpital maritime déployé à bord du navire de guerre de Dixmude, devant vous, a des capacités pour réaliser des soins médicaux avancés. an amphibious. Un assaut amphibie ne constitue finalement qu'un élément parmi une opération ou au sein d'une opération élargie. Cet assaut, il a été réalisé pour pouvoir faire le lien avec des forces terrestres. Et une fois que les objectifs de l'assaut amphibie ont été réalisés, alors le transfert et la prise en charge démarrent. Ce transfert et la prise en charge, c'est le passage, la transmission transfert du commandement d'une unité à une autre. Nos forces terrestres, elles sont entraînées, positionnées, disposées à répondre à toute crise. Cela constitue la capacité de générer et d'assurer le commandement et contrôle rapide pour ce qui est de la puissance de combat. Ces forces terrestres peuvent capturer et tenir du terrain en fournissant des éléments importants en matière de manœuvre, de tir, d'aviation, de logistique. La préparation de l'OTAN, la compétence et son interopérabilité, voilà qui donne des gages à nos alliés et sert de dissuasion pour nos adversaires potentiels. Les forces terrestres contribuent aux opérations interarmées en réalisant toutes sortes de missions par tout temps. Cela va des opérations de sécurité pour soutenir des activités de stabilisation et de reconstruction jusqu'aux opérations de combat de beaucoup plus grande ampleur. Par ailleurs, ils réalisent des activités tactiques de tout type en ayant recours au tir intégré et au système de manœuvre. Ce n'est que par le biais d'un soutien mutuel efficace qu'on aura une réussite opérationnelle. En fait, il est très rare que des forces terrestres, aériennes, navales ou spéciales seules puissent réaliser les objectifs souhaités. Les forces terrestres, de manière générale, constituent l'instrument décisif pour qu'un allié ou une coalition puisse imposer sa voix par la force à un adversaire. Et aujourd'hui, les forces terrestres vont donc réaliser ce transfert et cette prise en charge par rapport à la force amphibie. Les forces terrestres sont représentées par un escadron du bataillon blindé de la Brigade Nord de Norvège. Cet élément bénéficie du soutien de Longbow Apache de l'armée de terre des États-Unis à des fins de renseignement, surveillance et reconnaissance. La force terrestre est également appuyée par deux F-16 d'attaque avec un appui aérien rapproché avec aide numérique. Le transfert et la prise en charge se fait donc au niveau des deux flancs en ayant recours au char Léopard 2. The ground forces that used. Les forces terrestres que vous avez vues sur les deux flancs sont en train d'optimiser l'utilisation de leurs capteurs et de leurs systèmes d'armes. Les hélicoptères d'attaque fournissent un soutien rapproché, à proximité immédiate des troupes, alors que les chasseurs utilisent leurs capteurs pour frapper les cibles dans la profondeur.
En s'appuyant sur les missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, la cellule d'analyse a identifié une menace potentielle qui devra être confirmée avant que les unités terrestres ne puissent avancer. Les forces terrestres sont en train d'utiliser un système aérien sans pilote pour confirmer ce qu'il en est de ces éléments de renseignement. Les systèmes de renseignement, surveillance et reconnaissance alimentent directement la cellule d'analyse et une fois que les éléments sont confirmés, un moyen de frappe approprié est désigné. Il s'agira de générer les coordonnées pour préparer la prise à partie. Des F-16 en position d'attente sont convoqués pour frapper la cible à l'aide d'armes à distance de sécurité. Digital close. Le soutien aérien rapproché numérique est en fait une connexion entre machines, entre donc l'aéronef et l'équipement au sol de l'aiguilleur de l'attaque terminale. Cette connexion permet d'avoir une plus grande précision et évite les malentendus entre le pilote et le contrôleur. L'information est envoyée via une liaison de données tactiques, ce qui accélère le processus et permet de faire en sorte que les armes peuvent être mobilisées plus rapidement. Now ground forces have provided À présent, les forces terrestres ont créé un environnement sécurisé qui permet aux fusées marins de consolider et de procéder à des réapprovisionnements via des Steel Stallion CH-53. Les marines vont donc se préparer à passer la nuit et à se préparer pour leur prochaine mission alors que les forces terrestres, elles, avancent jusqu'à leur objectif final. NATO forces have now successfully. Les forces de l'OTAN ont donc réussi à débarquer et sécuriser leurs objectifs et jouissent à présent d'une liberté de manœuvre au niveau aérien, maritime et terrestre. Ce que vous avez vu, ce sont donc les forces interarmées de l'OTAN avec leurs différentes capacités, mobilisant ainsi une puissance de combat impressionnante par rapport à tout adversaire. Cette démonstration de taille modeste vous donne un aperçu de ce qui est fait actuellement par les 50 000 soldats marins et aviateurs de l'OTAN dans le cadre de cet exercice interarmé multinational au niveau opérationnel. Et grâce à ces activités, l'OTAN continue d'apporter la preuve de ses capacités, de sa détermination à agir pour défendre l'Alliance. L'OTAN se tient prête à défendre ses alliés partout, à tout moment, contre des menaces dans tous les domaines. Sir,
Mesdames et messieurs, voilà qui conclut cette démonstration de Trident Juncture 2018. Au nom des soldats, marins et aviateurs, nous voudrions vous remercier de votre attention. Nous espérons vous avoir rassuré quant aux capacités des forces de l'OTAN. Mesdames et messieurs les ministres, observateurs, invités de marque, merci beaucoup. Ça a été une très grande journée. Nous avons pu voir une partie de ces 50 000 soldats marins et aviateurs apporter la preuve de leur capacité. Ils proviennent des 29 pays de l'Alliance et de 2 pays observateurs. Alors, ça a été remarquable de voir cette puissance incomparable des forces aériennes, maritimes, terrestres de l'OTAN, ainsi que ce débarquement amphibie et l'intégration de nos forces d'opération spéciales. Pour réaliser ce type d'opération dans un environnement multinational, il faut avoir un niveau de capacité extrêmement élevé et un niveau de préparation tout aussi important. Ce que l'on a pu voir aujourd'hui, c'est une preuve de la détermination et de la force de notre alliance défensive. Les capacités et l'interopérabilité que vous avez vues aujourd'hui, voilà qui fait partie de la sécurité collective de l'OTAN. Alors, mes 2 supérieurs sont présents aujourd'hui, le général Scaparotti ainsi que le secrétaire général, M. Stoltenberg, un supérieur militaire, un supérieur politique, 2 dirigeants de l'Alliance. Ils font beaucoup d'interventions devant le grand public et sachez que nous vous écoutons. Si vous prenez ce qui est dit par le secrétaire général, si vous notez les mots qui reviennent le plus souvent, il y a 3 qui commencent par des défense, dissuasion et dialogue. Voilà 3 mots qu'il utilise très souvent. La dissuasion, ça passe par la force. Pour avoir de la dissuasion, il faut être présent. Et pour être présent, il faut être quelque part, à des endroits précis. Il faut être là rapidement. Et je pense que nous avons déjà enregistré une petite victoire le premier jour lorsque l'on a montré qu'on était capable de réunir tout le monde ici en Norvège. Les logisticiens qui font partie du système de soutien logistique ont fait un travail tout à fait remarquable. Je le disais hier soir, c'est vraiment le 6e domaine de la guerre et nous pouvons être considérés comme étant une force de dissuasion crédible car ce que vous avez vu aujourd'hui, c'était des forces prêtes au combat et prêtes à rester sur le terrain. La défense, c'est la protection des personnes, des territoires, des économies. L'Alliance est une alliance défensive et la défense de l'Atlantique Nord, c'est finalement la même chose que la sécurité générale de notre alliance. Notre engagement par rapport à l'article 5 est un engagement sans faille et vous pouvez compter dessus. Voilà pourquoi nous avons 29 alliés ici présents pour cet exercice. Nous sommes plus forts tous ensemble et tout le monde le sait fort bien. Maintenant, le dialogue, d'accord avec vous, il s'agit avant tout d'ouverture. Nous avons annoncé le détail de cet exercice il y a de cela des mois. Nous avons dit, on a dit quand l'exercice allait commencer, quand est-ce qu'il se terminerait et qui y participerait. La transparence est importante à nos yeux. On invite des observateurs. Beaucoup d'entre vous sont ici aujourd'hui sous l'égide de l'OSCE. Et comme vous avez pu le constater, ce jour, ensemble, nous avons fait démontrer des capacités impressionnantes. Ça n'a pas été facile. La météo n'a pas toujours été aussi favorable ici en Norvège. Et il y a du temps difficile qui arrive également, mais c'est pour cela que nous sommes là, pour mettre à l'épreuve nos forces, pour qu'ils puissent démontrer la capacité de se déployer dans le Nord, en Norvège. Donc, un grand merci à la Norvège, alliés capables et amis. Votre concept de défense totale fonctionne. Merci de votre soutien. J'espère que vous avez pu profiter donc de cette petite démonstration compétente de notre force et de notre détermination. Je sais que l'heure du déjeuner approche, donc profitons de notre partenariat avec la Norvège en profitant du smorgasbord qui nous a été préparé dans la structure juste derrière. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup.